Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. L'Algérie des penseurs, l'Algérie des seigneurs, l'Algérie des penseurs, ceux qui savent si bien se remplir la panse, et celle des seigneurs, ceux qui savent si bien saigner la bête, quand spéculer n'est pas seulement un exercice intellectuel. Les penseurs et les seigneurs, ceux qui savent si bien s'enrichir, à moindre frais, si je peux dire, qui savent compter et spéculer, mais qui ne savent que compter et spéculer. Qui spéculent à qui mieux, toujours en eau trouble, et qui nagent à la brasse, là où il fait bon brasser, brasser des fortunes. Et la meilleure façon de nager à la brasse, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Il y a bon flous, il y a bon flous. C'est le temps du fric, il pleut du fric, des trombes de fric. Et tout le monde s'y met. Les Bagara s'improvisent capitaines d'industrie. Les Smasria deviennent des banques ambulantes qui échangent des fagots de dollars et d'euros sur les capots des voitures entre un sandwich merguez et deux rak'at express. Les sauveurs de la République sont devenus les rois de la ristourne, de grosses barriques qui murmuraient des rêves et qui ont conquis le fabuleux métal entre Sipango et Neuilly-sur-Seine. C'est le temps des docteurs esqfaza, mais aussi celui des marabouts lithiques, des marabouts limiques, des dipitis spécifiques, de Sinator, de Shenator, et autres sinistres du tourisme et néanmoins crypto-milliardaires. C'est le temps des succès d'année, des contrefaçons et des facsimilés. Le Taïwan intégral. Moujahidine, Taïwan. Syndicaliste, Taïwan. Opposition, Taïwan. Ministre du tourisme, Taïwan. Imam, Taïwan. Journaliste, Taïwan. Et même milliardaire, Taïwan, qui loge au Georges V, pas au Georges V, au Georges V, boit du shampoing Veuve Clicquot et avale son rince-doigt en une seule lampée. Taïwan intégral n'aurait des popolitologues, des analystes, des journalistes popolitiques, des ex-experts, des météorologues, etc., etc. Et comme c'est la mode orientale, c'est aussi le temps d'Abou Bri, dans le pays d'Abou Tsoufl. C'est le temps des flibustiers. Ils ont jeté le grappin sur tout le pays à l'abordage. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les parts de butin qui doivent revenir à chaque frère de la côtelette. C'est juste là où ça coince. Ni malaise dans l'armée, ni clivage idéologique ou civilisationnel, ni Ammar Bouzouar, ni Hum Yahzanoun. Il leur suffit juste de trouver un terrain d'entente pour un consensus sur un nouveau partage, une nouvelle charte nationale, une nouvelle tarte nationale, qui tienne compte de la déperdition financière provoquée par la chute du baril. C'est tout. Pour le reste, ils savent y faire pour sonner le bon peuple. Ils savent si bien le sonner pour qu'il aille faire semblant de déposer ses bulletins dans ses boîtes à faire semblant. Le bon peuple sera même autorisé à bomber le torse, de pisser son patriotisme à 2 balles si l'on ressent le besoin pressant. Privilège toujours consenti à ceux qui doivent passer à la casserole, et la casserole, c'est pour bientôt. La bulle va bientôt crever. Des milliers de milliardaires vont bientôt comprendre la différence entre créer la richesse et la dépenser. Le gavage de larges pans de la société pour en faire des alliés du régime ne va plus être possible. Les nouveaux riches seront très bientôt de faux riches avant de redevenir de vrais pauvres. Le régime va accélérer sa fuite en avant, tenter de retarder l'inéluctable réveil d'une anesthésie qui n'aura bientôt plus les moyens d'entretenir. Nous allons aborder aujourd'hui ce sujet ahurissant de ces milliers de nouveaux milliardaires, de ces pseudo-capitaines d'industrie, de cette prospérité illusoire, mais aussi de ces nouvelles valeurs de la qfaza,
de ces facilités déconcertantes de s'enrichir du jour au lendemain, si tant est que l'on sait se servir de certains réseaux et de certaines méthodes. Avec nous pour en parler, Ali Benouari, ex-ministre, ex-candidat aux dernières présidentielles, avant de s'en retirer, et fondateur de la Banque Société Générale en Algérie. Il est le leader d'un parti qui attend toujours de recevoir l'autorisation d'activer. Avec nous aussi, Zineb Azouz, universitaire à Constantine. Mais avant cela, nous allons vous présenter les titres d'aujourd'hui. El Watan. L'Algérie compte 4700 millionnaires. Par Hossein Lemriben. Al Huffington Post. L'Algérie, 7e pays africain comptant le plus de millionnaires. Algérie Focus. Grande fortune. L'Algérie, le pays des 4700 millionnaires en dollars. Par Abdou Semar. Ali Benouari, merci encore une fois d'être avec nous. Partagé, c'est Jamel. Merci. Alors, un rapport d'une organisation sud-africaine nous apprend que l'Algérie aurait 4700 millionnaires en dollars. Moi, personnellement, ça me semble vraiment sous-estimé. Moi, j'ai l'impression que 4700 millionnaires en dollars, ça devrait être dans la région d'Alger encore. À votre avis? Mon avis, c'est que c'est scandaleux dans les deux sens. C'est trop et pas assez. Pas assez parce qu'il y a certainement beaucoup plus de voleurs et beaucoup plus de gens qui ont amassé des fortunes considérables, mais qui ne se montrent pas parce que tout est au noir. Voilà. Soit c'est au noir en Algérie, soit c'est à l'étranger. Je rappelle, 200 milliards de dollars à l'étranger, 30 milliards de dollars au noir en Algérie. Cherchez l'erreur. Absolument. Cherchez la faille. Absolument. Mais en même temps, il n'y en a pas assez parce que s'il y en avait réellement, ou si le chiffre de 4500 était important, on le verrait. On verrait des usines, on verrait des actionnaires en bourse, on verrait une bourse florissante, comme en Égypte, comme dans les pays normaux. En réalité, c'est trop et pas assez. Les deux sont vrais. Ça a l'air paradoxal, mais la réalité, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus de millionnaires en dollars et de milliardaires en dollars que ce que ne révèle ce chiffre, pour la raison que les milliardaires algériens, les fortunes algériennes se cachent. Et ils se cachent parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur parce qu'ils se sont nourris d'un pouvoir illégitime et ils savent qu'un jour, ils rendront des comptes. Ben justement, Ali Benouari, justement, excusez-moi de vous interrompre. C'est quoi cette richesse? D'abord, son vraie croissance, une richesse sans vraie fiscalité, où on ne demande pas aux gens d'où ils tiennent leur fortune, et pire que ça, où on leur crée une loi d'amnistie fiscale, où ils ne sont sommés que de payer 7 petits pourcents pour blanchir leur argent, sans qu'on leur demande d'où ils ont ramené cet argent. C'est quoi cette... Vous l'avez bien dit, ça fait rire, mais en même temps c'est tragique. Tout est Taïwan, et c'est vrai, parce que tout est fait pour fabriquer de l'argent sale, et tout est fait pour blanchir de l'argent sale. Un pouvoir illégitime, des fortunes illégitimes, des lois illégitimes, ainsi la loi sur l'amnistie qui ne dit même pas son nom. Ils ont peur de prononcer le mot amnistie, ils se cachent. Donc même leurs lois ils ont peur même des lois qu'ils prennent pour se blanchir. En réalité, tout ça a l'air d'une mauvaise farce. Tout ce pouvoir va disparaître. Ils vont tomber beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et ces fortunes mal acquises vont partir. Je suis certain qu'elles ne survivront pas au régime. Comment pourraient-elles survivre au régime quand tous les Algériens savent comment ces fortunes ont été acquises? Si nous étions l'Égypte, si nous étions, je ne sais plus quel pays citer, ces fortunes auraient créé des emplois. Il y aurait des usines, des usines intégrées par filière. Mais est-ce que, Ali Benouari, est-ce qu'il n'y a pas de risque de panique si demain tous ces nouveaux riches
dont la plupart sont riches en dinars. Ils n'ont pas encore tous non, transformé leur... avec vous. Non, je ne suis pas d'accord. Ils sont d'abord riches en devises. Ça veut dire qu'ils ont leur fortune déjà à l'étranger? Ils ont leur fortune. Le peuple algérien doit savoir que la plupart des fortunes algériennes ont pris la poudre d'escampette. Elles sont bien à l'abri à l'étranger. Ce que vous voyez en Algérie, c'est ce que ces fortunes sont prêtes à abandonner le jour où elles devront se sauver. Oui, mais Ali Benouari, ce que je voulais dire, ces gens-là ont des fortunes colossales en Algérie, en biens immobiliers, en usines, en terres, en argent liquide. Si demain il y a une panique et qu'ils se mettent tous en même temps à échanger leur fortune algérienne en devises, ça va devenir quoi sur le marché? Encore une fois, je rappelle la réalité des chiffres. Il y a près de 200 milliards de dollars à l'étranger, il n'y a que 30 milliards de dollars, qui est énorme, c'est 70% des billets en circulation. C'est déjà énorme et c'est un record du monde. D'après eux, il y aurait 40 milliards de dollars. Oui, 30 ou 40. Moi, je pense 3 700 milliards de dinars, parce que ça, c'est un chiffre qu'on peut vérifier. La Banque centrale sait combien il y a d'argent dans les caisses des banques, elle sait combien elle a fabriqué de billets depuis l'indépendance, et la différence est en noir. On le sait. D'accord. C'est le chiffre officiel, c'est 3 700 milliards, c'est en gros 30 milliards de dollars. C'est énorme et c'est un record du monde, mais ça vous donne une idée de la masse qui est à l'étranger. Parce que les gens transfèrent de l'argent par surfacturation, par pot de vin, en changeant l'argent noir aussi, mais en gardant une bonne partie à l'étranger, et ce qui reste est déjà énorme, et il est au noir et il empoisonne l'économie et la société. Ces gens-là n'ont pas réellement peur, parce qu'ils savent très bien que si jamais, demain, le régime chute, ce qu'ils ont amassé et gardé à l'étranger est bien plus élevé que ce qu'ils ont. Non, mais elle est Benouari. Ces milliers pourquoi tout à l'heure, moi j'ai dit, ce chiffre me paraît un peu sous-estimé. Ces milliers, ou peut-être ces dizaines de milliers de gens qui ont à peu près l'équivalent d'1 million de dollars, de 2 millions de dollars. Cela, c'est en dinars. Cela, c'est des gens dont les fortunes sont en dinars pour la plupart. Absolument. C'est pour ça que le chiffre n'est pas assez. Voilà, et ces gens-là dont il est question, parce que dans ce rapport sud-africain, ils parlent de gens qui ont à partir d'1 million de dollars. Et ils disent qu'il y aurait 4 700 personnes. Or, ces gens qui ont à peu près 1 million, 2 millions de dollars, ou l'équivalent en dinars, et qui ne l'ont pas en devise, qui n'ont pas de l'argent ailleurs, dont les fortunes sont des biens immobiliers, des villas, des choses et d'autres. Si demain il y a une panique et que c'est la course vers le marché noir de la devise, comment ça va se passer? Le taux du dinar sur le marché parallèle va s'écraser, va s'effondrer, et ça, ils ne pourront pas le cacher, parce que c'est un marché qu'on ne peut pas cacher. Le taux du marché noir, on ne peut pas le cacher. On l'a vu d'ailleurs, c'est cyclique, c'est saisonnier. Dès qu'il y a une demande importante, par suite des vacances, par suite de n'importe quoi, on voit le taux de change du dinar baisser par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Ce n'est rien, bien entendu, vous avez raison. Si un jour il y a une panique, si le régime est sur le point de s'écrouler, ou s'il s'écroule, le taux de change sur le marché parallèle va prendre l'ascenseur. Le taux de l'euro va prendre l'ascenseur. Ce qui sera amusant de voir, c'est comment se comportera le taux officiel. Aujourd'hui, l'écart est un record du monde, 50%. Il pourra être de 200% ou 300%, mais ce ne sont là que des avatars du système. Ce sont des épiphénomènes. Mais en tout cas, ce sont des phénomènes qui sera intéressant d'observer. J'ai toujours dit, il faut observer le taux de change du dinar et le niveau des réserves de change. Ils sont infaillibles. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas tricher avec. Restez avec nous, Ali Benouari, nous revenons à vous dans un petit instant. Zineb Azzouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Zineb, on en a parlé, vous et moi, plusieurs fois en privé, ces histoires, ces nouveaux riches qui infestent le paysage, ces façons de s'enrichir, n'importe quoi, jamais en créant la richesse, juste en empruntant certaines chicanes, en sachant se recourir à certains réseaux, etc. Qu'en est-il aujourd'hui, au sein de la société, la perception du riche, la perception du capitaine d'industrie? Hélas,
La question que... Allô? Oui, oui, on vous écoute, Zineb. Par rapport à la perception, Il y a un souci, on ne vous entend pas bien. Zineb, je est-ce reviens. que vous m'entendez comme ça? Oui, mieux, mieux, oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Zineb, exprimez-vous. Allô? Oui, oui, on vous entend, Zineb. Allô? On va vous appeler au téléphone, Zineb, on vous entend pas très bien. Je laisse le soutien technique se charger de... Il y a un problème de connexion, vraisemblablement. Avec nous, je crois, Iskandar Debesh. Oui, Jamal. Iskandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Alors, salutations à Ali Benouari et à Zineb Azzouz également. Merci. Je vous laisse vous exprimer. Je ne vous pose pas de questions. Vous savez de quoi on parle, des nouveaux riches, des milliardaires. Oui, Jamal, j'aimerais abonder dans le sens de M. Ali Benouari pour dire qu'il s'agit d'une richesse factice. En fait, c'est une richesse qui tient plus de la distribution que de la production de biens de consommation ou autres. C'est-à-dire que, bon, elle vient d'où? Elle vient des petites magouilles, c'est-à-dire des ristournes et autres commissions et rétrocommissions, etc., qu'on obtient au moyen de l'importation. C'est tout. Maintenant que ces gens-là aient reconverti leur fortune en devise forte, bon, ben, ce n'est pas une finalité non plus, hein. C'est parce que, bon, un capital, il faut déjà savoir le gérer. Parce que, voyez-vous, le commerce est une culture, d'abord. Et en Europe, bon, ils auront à payer des charges qui sont très, très importantes en termes de proportion par rapport à leur capital. Donc, l'argent peut partir très, très vite. Et quand on ne maîtrise pas ce système, c'est-à-dire, ça peut partir très facilement. Donc, en fait, c'est vrai que cette richesse, elle est factice, elle est artificielle. Et bon, M. Ali Benouari disait tout à l'heure qu'elle ne survivra pas au régime. Moi, je dirais qu'elle ne survivra pas à la chute des prix du pétrole. Et elle n'ira certainement pas plus loin que ça. Voilà, M. Jamal. Merci beaucoup, Iskandar, en espérant vous revoir bientôt. Zineb Azzouz, je reviens à vous, donc je vous laisse vous exprimer. Zineb? Oui. On vous entend, je vous en prie. On vous écoute. La question, c'était par rapport à la perception de la richesse et d'argent sale dans la société? Oui, 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 tout à fait. C'était bien ça ta question? Absolument, absolument. Qu'est-ce que pensent les gens de ces gens? Par rapport à la perception? Oui, tu disais? C'est ça, c'est exactement cette question. Sauf qu'il me semble qu'il y a un problème. Mais exprimez-vous, peut-être que ça va s'arranger. Oui, là, moi je t'entends. Voilà, je voulais te dire, alors, concernant la perception de la société, c'est une société de survie, c'est une société de prédation. Donc, il n'est plus question de parler de valeur, d'argent sale, d'argent. Quand on sait que l'argent sale sert, y compris à faire du pèlerinage, c'est terminé, le dossier est clos. Nous sommes dans un système où la corruption est vivrière, elle est sœur jumelle, elle est corollaire de la répression. Il n'y a pas, aucune dictature ne peut survivre sans corruption. C'est évident. Selon les systèmes, la corruption est plus ou moins limitée à un nombre très très réduit, comme ce fut le cas des temps de Boumedienne. Mais il est clair que la corruption et l'argent qui en découle et dont elle survit, c'est partie du quotidien. C'est partie du quotidien. Le drame maintenant, c'est que ça atteint des proportions alarmantes. C'est-à-dire que la notion d'argent, d'économie parallèle, et on la vit au quotidien. On vit avec l'école parallèle, on vit avec les dinars parallèles, on vit avec la médecine parallèle, on vit avec le pouvoir parallèle, et tout se suit. C'est un système, le pouvoir algérien, son seul souci est le partage de la rente. Quand il y a des querelles ou quand on veut nous faire croire qu'il y a des querelles, ce sont des querelles pour savoir comment partager, comment se partager le gibier. Et tout ce qui nous entoure ne relève que de cela en réalité. Une dictature ne se permet pas de tuer par centaines de milliers, en annonçant même parfois des millions, pour le plaisir de sauver la République. Restez avec nous, Zineb.
restez avec nous, Zine Bazouz. Ali Benouari, dans tous les pays, j'allais dire moyennement honorables, en Occident notamment, il y a ce qu'on appelle le système déclaratif. Ça veut dire les gens, par exemple, un tel a construit une villa qui lui coûte 300 000 euros. Il est tenu de justifier la provenance de cet argent. Et on lui demande, le fisc lui demande d'où il tient cela, est-ce qu'il l'a déclaré, est-ce qu'il a payé ses impôts, etc. Or, chez nous en Algérie, les fonctionnaires, les magistrats, les responsables de tout ordre, les gens d'une façon générale affichent des trains de vie qui sont pas 100 fois, qui sont 1000 fois plus importants que leurs revenus et personne ne leur pose la question. Bien sûr. Regardez le nombre de ministres, de responsables qui n'ont jamais eu que leur salaire pour vivre et qui détiennent des maisons, des appartements, des usines, etc. Mais dans une dictature, vous ne pouvez pas demander, dans une dictature où il n'y a pas de justice sociale, où il n'y a pas de légitimité, où les responsables ne rendent pas de compte, comment voulez-vous que les impôts, que l'administration fiscale fasse son travail? C'est absolument évident. L'administration fiscale est corrompue. Leur spécialité, c'est de redresser les gens et ensuite d'aller passer à la caisse, de les faire passer à la caisse. Mais Ali Benouari, ça veut dire que ce n'est pas seulement scandaleux, c'est quasiment suicidaire, y compris pour le régime. Imaginez un peu. Imaginez, vous connaissez bien le système, vous avez été ministre vous-même. Imaginez un magistrat dont le salaire est d'environ 6 millions de centimes, 60 000 dinars à peu près, et qui habite dans une résidence qui coûte à peu près, je ne sais pas, 2 siècles de son salaire par rapport au marché. C'est outrancier, c'est trop. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une petite marge de dépassement des règles, mais là c'est hallucinant. Franchement, si Jamel, on pourrait s'étonner de votre étonnement. Ce que vous décrivez, ce que vous dites, toute l'Algérie et tous les Algériens le savent. Mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent rien faire si ce n'est essayer de gratter quelque chose. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Et donc au détriment de l'État. La notion de bien public est la notion la moins bien partagée en Algérie. Cette illégitimité générale explique pourquoi il faut changer de système. Si on ne change pas de système, l'État ne survivra pas. Vous parlez de la fiscalité. Prenons quelques chiffres. Si aujourd'hui l'État arrêtait d'imposer les entreprises et les citoyens, allez, plus personne ne paye d'impôts. Oui. Bien, l'État garderait quand même 75% de ses recettes fiscales. Parce que je veux dire. Oui, ça veut dire que la quasi-totalité de la fiscalité provient du pétrole et des effets indirects du pétrole, les droits de douane, etc. Parce que sans pétrole, on n'importe pas, donc pas de droits de douane, pas de TVA, etc. Plus de 75%, je vous dis. Donc il n'y a pas de besoin de faire financer le développement par l'impôt. Par la fiscalité ordinaire. Par la fiscalité ordinaire. La fiscalité ordinaire. Oui. La deuxième chose, c'est que l'inégalité devant l'impôt. Regardez, vous parliez de 4500 millionnaires du secteur privé. Il est où ce secteur privé? Non seulement on ne le voit pas créer des emplois, on ne le voit pas créer des industries, on ne le voit pas en bourse, mais en plus on ne le voit pas sur le plan fiscal. Toutes les entreprises privées du pays payent moins d'argent que les salariés. C'est un cas unique au monde. Et rares sont les gens qui en sont conscients. Les gens ne savent pas que ceux qui payent l'impôt, ce sont les pauvres salariés et jamais les riches. C'est d'éveiller les consciences, oui, de faire parler les chiffres, de décrire la situation et de décrire les relations de cause à effet, les relations de causalité entre le système qui gère et les effets pervers, le chômage, la misère, le haraga, la cherté, la malvie, les hôpitaux qui croulent sous la misère. Tout découle de la matrice, comme disait tout à l'heure, j'ai écouté Sami Ossedir, la matrice c'est ça, c'est le système. Maintenant, ce système ne va pas survivre à la chute des prix du pétrole ou tout simplement à la disparition de la rente, parce que le pétrole n'est pas appelé, même si les prix du pétrole augmentent, un jour il n'y aura plus de pétrole. Donc on peut, d'un point de vue mathématique, dire que ce système est condamné. Suivez-moi bien, suivez bien le raisonnement.
même si les prix du pétrole devaient flamber à $1000 le baril aujourd'hui. Nous sommes quand même condamnés. Le pays est condamné. Pourquoi? Parce que le système va en profiter pour perpétuer sa gouvernance, et le jour où il n'y aura pas de pétrole, nous nous retrouverons à devoir financer des importations qui équivaudront peut-être à 200, 300 ou 400 milliards de dollars sans rien produire. Autrement dit, c'est ça le paradoxe que j'aimerais bien que les téléspectateurs le comprennent. Plus le régime a les moyens de prolonger sa survie et plus il détruit le pays. C'est-à-dire que le pays est condamné à mort à plus ou moins long terme. Je dis bien condamné à mort. C'est la raison pour laquelle il faut lancer un appel au peuple pour le responsabiliser, sans verser dans la violence, parce que je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, et en même temps ça répond à beaucoup d'interrogations des citoyens algériens. J'ai écouté aussi Sofiane Djilali qui disait, bon, c'est vrai que appeler les gens à descendre dans la rue n'est pas forcément la bonne solution. Moi je dirais que le jour où tous les Algériens seront conscients du danger qui les guette, il suffirait à ce moment-là d'un appel de l'opposition à faire une grève générale, personne ne sort et le système s'écroule. Pourquoi aujourd'hui ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que si un parti quelconque ou même un regroupement de partis lance un appel à la grève générale, cette grève générale a toutes les chances de ne pas être suivie. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas encore totalement conscient. Je dirais que depuis 2 ans, il commence à prendre conscience. Nous sommes sur le bon chemin. Donc le pouvoir, nous allons mettre fin aux souffrances de notre peuple, aux souffrances de ce pays, simplement par la prise de conscience que le pouvoir n'arrive pas à empêcher. Restez avec nous, Ali Benouari. Sami Dziri, merci d'être avec nous pour nous dire votre avis sur la question. Sami. Merci de m'avoir invité. Merci. Et grand bonjour aussi à vos invités. Merci. Concernant Jamal, pour les milliardaires qui pullulent dans tous les pays du monde, bon, plutôt en Algérie spécialement, c'est par effet de faiblesse de l'État ou par effet d'orientation de l'économie du pays. On l'a constaté avec l'URSS, la chute de l'URSS et la montée en puissance des milliardaires de l'ère Eltsine. On a vu aussi en Azerbaïdjan avec le général Aliyev, au Kazakhstan avec Nazarbayev, et on l'a vu aussi en Chine. L'Algérie, elle rentre dans ce même schéma car on change d'orientation d'une économie dirigiste à une économie soi-disant ouverte, pour ne pas dire une économie de bazar. Et la plupart du temps, des gens qui deviennent milliardaires dans cette mutation, ce sont des gens qui sont les plus proches des services de sécurité, même pas des appareils de l'État, c'est les services de sécurité. On l'a vu en Russie avec Abramovich, Khodorkovsky, on a vu toute cette panoplie de milliardaires. En Algérie, on a eu la même chose. Ce qu'on appelle des capitaines d'industrie, ce sont des pouluches. Et je le dis bien parce qu'ils n'ont pas constitué leur richesse sur des générations à la sueur de leur front, mais tout simplement parce qu'ils avaient une ligne de crédit permanente, qui coule comme un ruisseau, et ils avaient un marché exclusif. Donc il n'y a pas de concurrent. Celui qui s'approche, il laissera des plumes. Et donc c'est comme ça qu'on devient des rabrab, des haddad, et des comment ça s'appelle, Abdou Ibrahim, et ainsi de suite. Et tous ces gens-là, si vous prenez, par exemple, vous prenez le cas de Rabrab, à l'époque où le Qasim Rabah était Premier ministre, quand même, il fait des choses pour arrêter tout ce système-là. Malheureusement, Rabrab était parti en Espagne. Il est revenu quand il y avait le gouvernement Abdeslam, pareil. C'est Rabrab lui-même qui a menacé Abdeslam. Il lui a dit, tu vas partir. Et finalement, Abdeslam était parti, Premier ministre. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est M. Abdeslam qui le dit. Pour vous dire que cette mafia, comme il a dit Ali Benouari, c'est une menace pour le pays. C'est une vraie menace pour le pays. Elle va, pas seulement la destruction, mais elle va détruire tout le pays d'une manière la plus catastrophique. Et donc, si vous prenez par exemple un analyste financier, il vous dit que ces gens-là, ils gardent de l'argent, des billets chez eux. Ils les mettent pas dans les banques. Donc on peut pas, sur le plan fiscal, les contrôler. Et en plus, ils créent pas d'emplois. Sur le plan économie, c'est une économie de bazar. C'est même pas une économie c'est une économie de bazar. Achète, vende, il n'y a pas de spécialité. En plus, ce sont des gens qui sont avares dans leur domaine parce que
ils produisent rien. Et même sur le plan culturel, parce que moi je connais des riches ici en Europe qui contribuent, qui font du mécénat, qui font des fondations. Ce sont des gens qui sucent comme les rapaces et aussi les sanctues. Et donc c'est des vraies menaces. Les milliardaires en Algérie, il n'y a que le nom milliardaire, mais je ne pense pas qu'il y a une culture de la richesse dans ce pays. Merci Sami Dzeli, en espérant vous revoir bientôt parmi nous, comme d'habitude. Je reviens à Zineb Azzouz. Zineb, Sellel avait déclaré à un certain moment qu'il était très très content que le prix du baril s'effondre. Il a dit c'est une bénédiction, ni'ma. Il a dit ça va nous permettre enfin de montrer, de donner la pleine mesure de nos moyens, de montrer de quoi nous sommes capables. Il a dit aussi que ce qui concerne les jeunes de l'ONCEJ, il a dit, ouais, ils disent, ils sont en train de se marier avec l'argent de l'ONCEJ. Bien sûr, ils se marient, il a dit plein de choses, comme par exemple qu'il va créer la Californie en mascara, etc., etc. Et maintenant, Zine Bazous? Il y a un souci, hein. Il y a un souci avec le son, on vous entend très très mal. Qui ont occupé des postes de la plus haute importance dans la finance n'ont jamais relevé ni cité le nom d'un seul corrompu. En Algérie, je suis désolée. Moi, je ne permets pas qu'on traite le peuple d'ignorant et d'inconscient, comme ceux qui viennent nous bombarder de chiffres. Rapprochez le parleur de votre bouche, Zineb. Rapprochez le téléphone, voilà. C'est mieux, c'est mieux. Allô? Oui, rapprochez le parleur de votre bouche pour qu'on puisse vous entendre. C'est bon, raccrochez, Jamal. Donc, je répète, est-ce que tu m'entends? Oui. Allô, Jamal? Oui, tu m'entends. Donc, moi, je m'inscris en faux, hein, quand on vient traiter le peuple d'inconscient et d'incompétent. Je suis désolée. L'Algérie appartient à quelques chefs de l'armée. Et quand j'entends des gens qui s'auto-déclarent opposants et qui ont été au sommet de l'État, hein, y compris dans le domaine de la finance, ne jamais oser nous citer ne serait-ce qu'un circuit de la corruption, ne serait-ce qu'un nom bien précis, je dis basta. Jamais. La corruption a un nom, elle a un circuit, elle a des icônes bien précises. Que ces courageux qui viennent demander au peuple d'aller faire la grève, de sortir se faire canarder, nous citent des noms, affrontent ces monstres qui sont responsables de la corruption. Le peuple n'est pas né corrompu. Les Algériens ne sont pas nés inconscients, ils ne sont pas nés lâches. Ils ne sont ni plus lâches ni moins lâches que d'autres. Qu'on arrête de venir nous vendre n'importe quoi sur les plateaux de télévision, Janelle-Tine. Que les gens qui viennent aujourd'hui se présenter comme des opposants et des experts nous donnent des noms, affrontent ces généraux dont ils ont peur. Que ces gens qui ont des fils à la patte, que ces gens qui ont contribué à esquinter le pays pendant qu'on tue. Est-ce que vous parlez de Ali Benouari, Zineb? Qu'on vendait le pays. Zineb, est-ce que vous parlez de Ali Benouari qui est avec nous? Qui nous cite les sources de la corruption en Algérie, qui nous disent pourquoi le dinar est dévalué, qui nous disent comment eux-mêmes sont en train de se payer des biens dans ce pays, qu'ils arrêtent d'incriminer le peuple. Le peuple, il en a marre. Il s'est fait canarder en 88, il s'est fait canarder en 92. Pendant 10 ans, les Algériens ont été égorgés, brûlés vifs, tués. Ils sont toujours à terre et on veut leur demander d'aller lutter contre la corruption. Ben, écoutez, on va demander à Ali Benouari de vous répondre. Ali Benouari. Ali Benouari. La question, à son questionnement qui est absolument légitime. Absolument légitime. Donc, je vais parler de moi, si vous permettez. Je vous en prie. Moi, je suis un survivant. J'aurais dû mourir. Je ne devrais pas être là à vous parler. Je n'ai pas rendu public un certain nombre de choses, mais ils sont écrits. J'ai communiqué quelquefois là-dessus. Je suis peut-être l'un des premiers, si ce n'est le premier, à mon sens, à avoir déclaré la guerre à la grande corruption. Je l'ai rencontré sur mon chemin. Et croyez-moi, il ne m'a pas fallu plus de 3 mois. Je rappelle que j'ai été au gouvernement pendant 9 mois. Cette grande corruption, je l'ai affrontée, en même temps que le président Boudiaf.
Moi, j'y ai survécu. Lui, hélas, n'y a pas survécu. Je vais revenir à vous dans un moment, Ali Benouari, en vous priant de répondre directement à Zine Bazzouz qui dit pourquoi vous ne citez pas de nom. Je reviens à vous dans un petit moment. Nous allons passer quelques appels. Karim de Marseille. Salam Karim. Oui, bonjour. Bonjour, je vous en prie. Oui, donc vous parlez par rapport à ce qui se passe en Algérie, c'est ça? Oui, oui, oui. Un peu, ouais. Les nouveaux riches, les milliardaires en pagaille les façons d'acquérir ces fortunes colossales. Oui. Donc moi, ce que je pense, c'est que... bonsoir, vous m'entendez? Parce qu'en fait, on a un décalé par rapport à la télé, c'est pour ça. Mais je vous en prie, allez-y, baissez le volume de votre télévision, parce que là, on ne vous entend pas. Après, oui, les nouveaux riches, dans tous les cas, dans tous les pays, il y a des nouveaux riches. Mais bon, c'est plus des mafias qu'autre chose, quoi. Parce que, regardez, je connais Monsieur Rebrab, je le connais très bien. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de son argent ou pas son argent, mais automatiquement, je vais vous dire un truc. La France, quand elle a quitté l'Algérie, d'accord? Dès qu'elle a quitté l'Algérie, elle a donné un pouvoir à quelqu'un, aux autres personnes qui ont participé à l'indépendance de l'Algérie ou pas. Mais ils ont donné le pouvoir et eux, ils en ont profité de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Merci, merci Karim. Notre appel, Jamel Din d'Alger. Jamel Din. J'ai appelé pour remercier, un grand remerciement à Madame Azzouz ou Zineb Azzouz. Oui. Vraiment, c'est ce qu'il faut dire à notre écran. Il faut cracher je ne sais quoi, et la vérité, il faut la cracher, je ne sais d'où. Il faut dire les noms, il faut citer les noms. Quand c'est Jamel Din d'Alger qui est comme ça, qui est riche, qui يروح à gauche à droite كذا حنا نعرفوهم ما نخدموش معهم. D'accord Jamel Din, je reviens, merci à vous, je reviens à Ali Benouari pour le laisser poursuivre. Donc Zineb Azzouz et un spectateur qui lui donne raison vous demande pourquoi vous ne donnez pas de nom directement de ces grands corrompus, encore que pour moi ils sont archi connus. D'abord, vous êtes avec moi, c'est Jamel. Oui, on est avec vous, on vous écoute. D'abord, nous étions en 1991. Le pays était pauvre et les caisses étaient vides. Il faut que les Algériens sachent que, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à l'époque où j'étais ministre, les caisses étaient vides. Il n'y avait pas un sou. Et même les réserves de change étaient négatives. On ne pouvait même pas rembourser l'or que nous avions judicieusement, je dirais, swappé l'année d'avant. Vous avez bien compris, il n'y avait rien à voler. Il n'y avait pas un sou en caisse. Néanmoins, il y avait une poignée de gens, dont certains viennent d'être cités, qui ont profité de l'ouverture décidée par le gouvernement Hamrouch l'année précédente, qui était une très bonne ouverture, mais ils se sont engouffrés dans la brèche et ils ont importé des produits pour des centaines de millions de dollars qu'ils ont revendus en l'État et sans payer d'impôts. Sans payer d'impôts. Des noms. Des noms arabe. Bien sûr. Voilà. Le premier qui vient à l'esprit, c'est lui. C'est qui on n'a pas entendu, Ali Benouari. Oui. Qui vous avez dit? Je vous entends très bien. On ne vous a pas entendu citer le nom de ce monsieur. C'est monsieur Rabrab qui a importé qui s'est lancé dans l'importation du rang à béton, en particulier, pour des centaines de millions de dollars, grâce à des lignes de crédit algériennes, alors que le pays n'avait pas d'argent. Eh bien, il a profité de l'ouverture du commerce extérieur pour importer, revendre en l'État, sans aucune valeur ajoutée, sans aucune plus-value, avec une autorisation, une exemption fiscale donnée pour produire de l'acier. Avec cette exemption pour produire de l'acier, d'impôts, je veux dire, il a importé, il a revendu, il a payé d'impôts. Belal Abdeslam en avait longuement parlé, je me souviens, c'est 2,1 milliards de dinars d'impôts qu'il n'avait pas payés. Et ceci n'est qu'un détail, mais la grande corruption est venue bien après. À l'époque, il y avait une petite corruption qui démarrait, et en tout cas, je peux vous assurer, Madame Azzouz, qu'elle m'a trouvé sur son chemin. J'ai été chassé du gouvernement, j'ai été menacé, et on m'a dit, un bon conseil, maintenant que vous êtes parti, ils m'ont envoyé un émissaire, et ils m'ont dit, maintenant vous avez intérêt à vous taire, parce que sinon vous disparaîtrez. J'ai été menacé de mort pendant que j'étais au gouvernement, j'ai été menacé de mort après avoir quitté le gouvernement, et on m'a dit, si le devoir de silence s'impose à vous, sinon il vous arrivera ce qui vous arrivera. Bien des années après, j'ai été menacé, je suis toujours menacé,
Donc, je ne suis pas un cas peut-être intéressant pour vous. Vous auriez pu, il y a certainement des ministres qui ont des choses à se reprocher ou d'anciens wali. Et j'en connais même beaucoup qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Je ne me considère pas comme un cas, comme entrant dans ces cas-là. Bien au contraire, j'estime que je suis une victime, mais en même temps une espèce de Zorro qui a essayé, de manière très imprudente, de nettoyer les écuries d'Ogia. Les décisions que j'ai eu à prendre ont été des décisions publiques. J'ai mis des gens en prison, j'ai signé moi-même les plaintes. Je ne crois pas qu'un Algérien, un responsable algérien, ait fait ce que Ali Benouari a fait. Et je peux évidemment, je pourrais donner des détails, etc. Restez avec nous, restez avec nous. Nous allons prendre quelques autres appels. Karim de Londres. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est une table ronde très importante, très intéressante. Merci. Pour combattre la corruption, ce n'est pas une bataille d'une personne ou d'un groupe de gens. C'est un consensus national à travers le territoire national. On ne peut pas combattre la corruption sans l'installation des institutions qui vont supporter l'aventure. هذا واش حبيت نكونتريبيو. La bataille de corruption, c'est pas un travail d'une personne ou d'un groupe de gens. C'est entièrement national. D'accord. Merci. Merci Karim. Zineb, je reviens à vous avant de reprendre quelques appels. Est-ce que Ali Benouari a répondu? Est-ce qu'il vous a répondu? Zineb, on ne vous entend pas. Zineb, on ne vous entend pas. Il y a un problème, il y a un souci. Non. On ne vous entend pas, Zineb, on ne vous entend pas. C'est votre téléphone probablement. Il y a un souci là. Il y a un problème, je crois que c'est. On revient vers vous dans un moment, Zineb. Ils vont voir ce que c'est que cet incident. C'est vraiment dommage. Ali Benouari, je reviens à vous, donc, puisque le téléphone de Zineb ne marche pas. Sinon, à votre avis, que devrait faire la société d'une manière générale, la société civile, celle qui se prétend l'opposition, qui se prétend la presse, qui se prétend des politiciens, que devrait-il faire pour essayer de moraliser un peu la vie publique? Voilà, c'est peut-être la meilleure réponse à Madame Azouz, c'est celle-là. Ma réflexion après 25 ans, d'après mon expérience gouvernementale, triste expérience, c'est que la corruption ne peut être combattue que par des moyens institutionnels et politiques. Il faut attaquer les sources de la corruption, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Algérien. Mais il y a des lois, Ali Benouari. Il y a l'obligation de déclarer son patrimoine. Ils mettent tout sur le nom de leurs épouses, de leurs fils, de leurs... Non, ne parlez ni de loi, ni d'obligation, ni de décret, oui, ni d'administration fiscale. Nous vivons dans une dictature qui impose ses propres lois au reste de la société. Ça, c'est la vérité. Oui. Donc, il ne faut pas, bref. Là, il faut changer de système. Ma réflexion à moi, c'est que, après ces longues années de réflexion, c'est que il faut attaquer la source de la corruption, c'est-à-dire la dictature. Le jour où nous aurons une justice indépendante, nous aurons une administration fiscale qui fera son travail. Le jour où nous aurons une nouvelle constitution qui sera l'émanation du peuple, ce jour-là, nous aurons un État digne de ce nom. Aujourd'hui, tout doit être jeté par-dessus bord. Souvent, quand je dis la maison est pourrie, il faut la raser pour construire une maison nouvelle. La maison, évidemment, c'est l'Algérie. Si le peuple algérien, quand je parle d'éveil des consciences et de prise de conscience, c'est pour que les gens arrêtent d'essayer de caractériser ou de décrire les millions de dysfonctionnements qui frappent la société, l'administration, l'économie. Obligé de vous interrompre, Ali Benouari, on arrive à la fin, on va prendre un dernier appel et revenir à Zineb Azouz pour la laisser clore la discussion. Saïd de Moustраnem, brièvement s'il vous plaît. Wa alaykoum salam. Une réunion, une table ronde très
importantes. Merci. Pour être bref, quand la médiocrité prend place à l'excellence et l'honnêteté, c'est ça ce qui arrive à l'Algérie. Pauvre Algérie. Il faut trouver les solutions. C'est à nous d'agir, peuple, anciens responsables et gens honnêtes surtout. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, un dernier rappel pour la route. Nordin de Londres. Avant de passer à Zine Bazouz pour... on apprend beaucoup de choses. Et je remercie votre invité, Monsieur Benouali. C'est super, on apprend beaucoup de choses, quoi. Pour les gens qui s'opposent à ce qu'il dit, ma question, si la population ne change pas son destin, son présent, je ne vois pas comment la situation va être changée. Parce que si c'est pas les gens qui vont faire grève comme il a proposé, je ne vois pas comment est-ce qu'ils attendent que le Bouteflika va leur rendre les clés de l'État, ou c'est tous ces gens corrompus, ceux qui ont mis le doigt dans le pot de miel, qui leur rendent gentiment leur Merci Nordin, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Zineb, il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, on a eu des dysfonctionnements, je vous laisse finir l'émission, nous dire ce que vous pensez de la réponse d'Ali Benouari et le reste. Il y a un souci, on ne vous entend pas, il y a un problème. Zineb, on ne vous entend pas. Zineb, il y a un problème, on est vraiment désolé, on ne vous entend pas, il y a un souci. Je vous promets que nous fixerons un autre rendez-vous pour parler du même sujet. J'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas ce problème. Je suis désolé, Zineb. Au revoir. Merci. Ah, allez-y, Zineb, on vous écoute. Ah ben voilà. Voilà. Allez-y, Zineb. Oui, tu m'entends? Oui, on entend. Je voulais dire que je ne cherche pas à personnaliser, il faut être clair. On ne demande pas au peuple d'aller voter et de croire aux institutions de l'Algérie un jour, et le lendemain lui dire il faut casser ce système, c'est une dictature. Une dictature, comme la corruption, ça a un nom. Moi, je retiens que votre invité n'a cité que là, en 91, au moment où Richard dirigeait le pays. Soyons sérieux, ayons un peu plus de respect pour ce peuple et pour son intelligence. On ne demande pas aux gens de faire confiance au pouvoir, aux institutions pendant les élections et de venir et de sortir faire grève générale comme par pirate le lendemain. Zineb, c'est dommage qu'on ne vous a pas très bien entendu, mais on a compris, du moins. Je vous promets de revenir sur le sujet, de vous réinviter pour pouvoir en discuter. Comme je remercie Ali Benouari, comme je remercie Skandar Debache, Sami Dziri et nos amis téléspectateurs qui nous ont appelés. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum.